Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à notre réunion d'information sur la PAC 2023. Bonjour à ceux qui sont dans la salle, mais également à tous ceux qui nous suivent derrière leur écran. Donc, on va débuter notre réunion d'information sur les changements à venir sur cette PAC 2023. Et puis, pour terminer notre réunion, on vous parlera également d'Egalim 2. Donc, je vais passer le témoin donc à Edith Merle, notre conseillère, et ensuite on aura également donc Marilyn Capredon, qui est conseillère, ainsi que Dominique Andrieux, qui est notre conseiller, et on a une pensée pour Guillaume Budiac, qui n'a pas pu venir parmi nous puisqu'il est qu'à contact. Voilà. Donc Edith, je te laisse la main. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Alors pour débuter, je vais vous faire l'introduction sur la transition entre la PAC actuelle et la future PAC, donc 2023-2027. D'abord, un peu d'historique. Donc, du coup, dans les années 60, l'objectif de la PAC était, entre autres, de nourrir la population. L'augmentation qui s'en est suivie a généré dans les années 80 des excédents à gérer, d'où la mise en place de soutien à l'export et des mesures de régulation des marchés. Dans les années 90, l'adhésion à l'OMC a induit une réduction de protectionnisme, puis une obligation de changement d'attribution de la PAC. On est passé d'un soutien à la production vers des aides découplées. Ensuite, les préoccupations environnementales, bien que débutées avec les différentes primes à l'herbe, ont été prises en compte dans la conditionnalité des aides et les aides du premier pilier dès 2015 avec le paiement vert. L'architecture générale de la PAC, donc, elle se divise en deux piliers. Le premier pilier avec tous les paiements directs qui représentent 75% du budget et le second pilier avec 25% du budget total. À quelle étape de la réforme en sommes-nous aujourd'hui? Donc, de la partie européenne, les négociations ont été finalisées le 25 juin. Donc, c'est une négociation tripartite entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'agriculture européen. Au niveau national, la rédaction du dernier plan simple, du plan stratégique national, la dernière version donc, date du 22 décembre 2021. Et l'échéance finale, bien sûr, c'est le PSN, donc le plan stratégique national, qui sera définitif, soumis à la Commission européenne pour validation. Le cadre commun de la PAC, donc 2023-2027 pour l'ensemble des pays de l'Europe. Donc, ce qu'ils ont prévu, c'est une convergence externe à l'hectare pour le premier pilier, qui a commencé déjà dès 2021. Donc, on voit sur cet histogramme, en fait, que certains pays qui ont des fortes aides à l'hectare, on leur prend à chacun un petit peu pour compenser ceux qui ont moins d'aide à l'hectare. Sur la France, ça représente moins de 2%, qui est déjà compris dans le PSN français qui a été soumis. Les moins de 2% ont déjà été inclus. Un premier pas vers plus de verdissement. Donc, effectivement, on va de plus en plus vers du verdissement. Donc, la Commission européenne validera les PSN sur la base des recommandations qu'elle a formulées, notamment la mise en œuvre du pacte vert. 40% des aides du budget de la PAC devront être consacrées à des mesures environnementales. Et notamment, il faut qu'elles soient en accord avec le fameux Green Deal. Notamment, dans le Green Deal, on retrouve de la fourche à la fourchette avec moins de 50% de pesticides, moins de 20% de fertilisants, moins 25% d'antibiotiques et également un objectif sur la biodiversité. Il faut qu'il y ait plus de 25% de la SAU qui soit en bio, zone Natura 2000, et 10% d'éléments non productifs. L'objectif à 2030. Alors, au niveau de la PAC, quels sont les instruments verts? Jusqu'à 2022, donc jusqu'à cette année, en éléments verts, on a les MAEC, qui sont des engagements volontaires de la part des agriculteurs. Ils font partie du deuxième pilier. Il y a des engagements obligatoires, le paiement vert, qui est sur le premier pilier, avec une conditionnalité qui, elle, est obligatoire,
mais sans soutien financier. C'est-à-dire qu'on a le paiement vert avec un soutien financier, mais il faut quand même respecter les conditionnalités bio, enfin vertes, pardon. Pour la prochaine PAC, donc 2023-2027, on passe sur tout ce qui est volontaire avec l'AMAEC qui reste toujours volontaire. Par contre, les paiements verts n'existeront plus. Ça sera les éco-régimes qui vont plus ou moins remplacer les paiements verts, mais ce sera aussi volontaire. Par contre, la conditionnalité qui était un peu moins importante va être renforcée et là, elle sera obligatoire et sans soutien financier pour cette partie-là. Donc, on pourra avoir les éco-régimes, mais si on ne respecte pas la conditionnalité, les éco-régimes, on ne pourra pas être payés. Donc, l'évolution du premier pilier, 2015-2022, on a encore des droits à paiement de base. Ces droits à paiement de base, ils vont devenir l'aide de base aux revenus, donc les ABR. On passera de DPB à ABR. Le paiement redistributif, il ne changera pas. Le paiement vert, du coup, il n'existera plus. On va passer aux éco-régimes. Donc, tout ça, sur la prochaine PAC, ce sera obligatoire pour tous les États membres. Jusqu'en 2022, le paiement JA, il était également obligatoire. Là, il va passer en mise en œuvre volontaire par chaque État membre. Et le paiement des aides couplées, donc, il va rester aussi sur le volontariat de chaque État membre. Alors là, super conditionnalité, du coup, ça représente quoi? Donc, c'est tout ce qui était les règles du paiement vert et les conditionnalités qui sont aujourd'hui, elles vont être fusionnées et regroupées et reclassées un petit peu différemment. Donc, on va retrouver donc les règles qui engendraient un paiement vert intègrent désormais la conditionnalité renforcée ou la superconditionnalité. 5 des 7 bonnes conditions agricoles et environnementales actuelles seront présentes dans la nouvelle conditionnalité. Donc, celles qui sont ici, on va les retrouver de ce côté. Une nouvelle BCAE, la BCAE 2, sera mise en œuvre d'ici 2025 et concernera la protection des zones humides et des tourbières. La question qui reste en suspens, c'est le zonage de ces zones humides et des tourbières. À l'inverse, les BCAE en lien avec les prélèvements pour l'irrigation et la protection des eaux souterraines contre la pollution disparaissent. Donc, les BCAE qu'il y avait sur la conditionnalité en bleu ici, celles-ci disparaissent. Et bien sûr, le non-respect de la superconditionnalité entraîne une diminution des aides et des pénalités sur l'ensemble des aides. Donc, quelques précisions. BCAE 1. Donc, la BCAE 1, c'est le maintien du ratio régional prairie permanente sur la SAU. On prendra comme année de référence 2018, comme 2012 pour la PAC actuelle. Il y a toujours le seuil de 5% de dégradation à partir duquel il n'est plus possible de retourner les prairies permanentes. Donc, au niveau de notre région, on est toujours en dessous. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction de retourner les prairies permanentes, sauf les prairies sensibles. Mais ça, c'est la BCAE 9. Le seuil de 2,5 qui déclenche le régime d'autorisation est abaissé à 2%. Et toutes les exploitations sont concernées, même les exploitations en agriculture biologique, alors que jusqu'à présent, elles n'étaient pas concernées par ce ratio. Et donc la BCAE 9, l'interdiction du labour des prairies sensibles pour toutes les exploitations, même en agriculture biologique. La BCAE 7, rotation des cultures. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on avait avant avec les fameuses SIE, pour savoir s'il fallait qu'on déclare ou pas des SIE. Si on respectait ces règles-là, il n'y avait pas besoin de déclarer des SIE. Si on ne les respectait pas, il fallait déclarer des SIE. Donc la BCAE 7, c'est les mêmes conditions, ça n'a pas changé. 75% de terres arables dédiées à la production d'herbes et de fourrage herbacé ou de légumineuses et ou de jachères, ou au moins 75% de la SAU en prairie permanente et ou en production d'herbes et autres fourrages herbacés et en production de riz, ou alors moins de 10 hectares de terres arables ou être en agriculture biologique. Dans ce cas-là, on déroge à la BCAE 7. Si on ne rentre pas dans ces critères, il faudra valider au moins 2 points sur un barème proche du seuil de l'éco-régime. Donc, bon, ça, on ne va pas le détailler ici. Pour la BCAE 8, c'est la même chose, mais là, on parle des éléments non productifs.
Donc, on va avoir les mêmes ratios qui dérogent à la règle. Si on n'a pas donc, ces ratios de 75% qu'on a vu tout à l'heure et des 10 hectares de terres arables, il faut avoir au moins 4% minimum d'éléments ou de surface non productive sur terres arables. Mais là, on ne comptera pas, comme on comptait avant, les dérobés, les légumineuses, les bordures de forêt et les surfaces en agroforesterie. Ou alors, à nouveau, 7% minimum de terres arables sur terre arable, d'éléments ou surfaces non productives, plus des cultures dérobées, dans ce cas-là, si on veut les compter, ou des légumineuses cultivées sans produits phyto. Mais il faudra aussi avoir 3% d'éléments ou de surfaces non productifs. En tout cas, pour tout le monde, obligation de maintien des particularités topographiques. On ne détruit pas de haies, de bosquets, de mares sans autorisation préalable. Et interdiction, comme aujourd'hui, de tailler les haies et les arbres pendant la période de nidification du 1er avril au 31 juillet. Comme autre conditionnalité, par contre, qui se rajoute, c'est les conditionnalités sociales au niveau des aides PAC. Il faudra respecter les règles du droit du travail. Donc, c'est pour ceux qui ont des salariés. Sinon, réduction des aides PAC, et c'est applicable dès le 1er janvier 2023. Le résultat des dernières négociations européennes. Donc, au niveau du premier pilier, 25% du budget sur les écorégimes. La convergence des aides de 85% d'ici 2027. 10% du budget sur un dispositif obligatoire de redistribution des aides vers les petites exploitations et les régions où les niveaux de soutien sont les plus faibles. Pour les aides couplées, donc 13% plus 2% pour les surfaces en protéines. Et au niveau du second pilier, 35% du budget des actions en faveur de l'environnement ou du bien-être animal. Et toujours, comme on l'a vu tout à l'heure, l'alignement de la PAC avec les objectifs du Green Deal. Donc, on reste toujours sur voilà, cette cohésion avec les autres projets européens du verdissement. Donc, le choix retenu dans le plan stratégique national français. Les efforts contenus dans ce diaporama sont basés sur la première version en fait, du mois de septembre, puisqu'il y a eu une version plus récente, mais voilà, il n'a pas été mis à jour, mais il n'y a pas eu grand changement. Donc, pour le premier pilier, le budget du premier pilier, donc du coup, 2020, on avait 6 877 millions d'euros. Il va passer à 6 702 millions d'euros pour la PAC 2023-2027. Au niveau des paiements JA, il y a une augmentation, on passe de 1% à 1,5%. Le paiement redistributif, il représentera toujours 10%. Les paiements verts, on est sur 30% avec 2063 millions et les écorégimes représenteront 25%. Les paiements de base, 44%, ils vont passer à 48%. Et les aides découplées, 15% qui restent stables. Comment ? C'est toi ? Pardon. J'étais partie, moi. Bon, mais je laisse Marilyn. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, peut-être, avant d'enchaîner sur le détail de toutes les aides qui seront effectives en 2023 ? Ouais, je pense que c'est surtout sur les BCAE, là, BCE 7 et BCE 8, là. Donc, s'il y a des gens dans l'assistance qui étaient soumis au SIE, je ne sais pas si ça vous parle, certains, mais tous ceux qui étaient soumis au SIE, ils vont avoir une contrainte supplémentaire en termes avec la BCE 8, puisque aujourd'hui, c'est les 4%, c'est très contraignant, puisqu'on ne peut plus mettre de légumineuses. La légumineuse, avant, il y avait une correspondance par rapport à ces pourcentages, alors qu'aujourd'hui, elle n'y sera plus, quoi. Donc, il faudra en fait que vous ayez surtout des éléments paysagers. Donc, il faudra mesurer les mètres de haies, les mètres de lisières de bois, les arbres isolés, ainsi de suite. Donc, sur certaines exploitations de la châtaigneraie, on a peur qu'on ne va peut-être pas y arriver, quoi. Donc, si on n'a pas ça, il faudra peut-être réintroduire de la jachère. Donc, voilà, c'est un peu compliqué un petit peu sur certaines exploitations. Donc, c'est pas
c'est pas, comment dire, un pourcentage très élevé d'exploitations qui sont concernées, mais il y a quelques exploitations qui peuvent être concernées par ça. Voilà. Juste le petit complément. Voilà. Il y a des questions là-bas? Camille, je te le remis. OK. Donc, je vais vous présenter maintenant, voilà, reprendre un peu aide par aide qui vont être introduites en 2023-2027, le détail de fonctionnement de ces aides. Donc, tout d'abord, l'aide de base au revenu. Donc, comme vous aviez dit, le DPB va changer de nom, mais dans les faits, il n'y aura pas de gros de changement dans le fonctionnement. Donc, c'est bien les DPB que vous avez aujourd'hui qui vont vous permettre d'avoir des ABR demain, en 2023. Donc, l'objectif de cette aide de base au revenu, c'est d'assurer le revenu des agriculteurs, d'avoir un socle de base. Et il va y avoir de nouveau de la convergence qu'on avait retrouvé du passage du DPU au DPB. Donc, il y a de nouveau de la convergence qui est introduite, mais qui se fait uniquement sur le DPB, alors que le paiement vert avait convergé également à la réforme précédente. Donc, il va y avoir 85% de convergence en fin de période, avec un plafond individuel de perte à 30%. Donc ça, je vais vous réexpliquer juste après. Et donc, cette convergence va se faire en 2 temps. D'abord en 2023 pour les DPB les plus éloignés de la moyenne et en 2025 dans un second temps. Donc, il faut savoir, donc ce qu'a dit tout à l'heure, c'est que le budget alloué à l'ABR est supérieur au budget qui était alloué au DPB. Donc, la moyenne nationale actuelle du DPB est de 115 € à l'hectare et on passerait du coup à une valeur moyenne d'ABR de 128 € à l'hectare. Donc, voilà, on aurait certainement un peu de gain sur cette aide-là, avec une convergence à 85% de la valeur de référence. Donc, la convergence, comment ça se passe? Donc, pour les DPB qui sont supérieurs à la moyenne et pour les DPB qui sont très hauts, il y a un plafonnement donc, à 1 350 € en 2023 et à 1 000 € en 2025. Donc, ça, c'est pour les exploitations, notamment en voie en batterie, qui avaient très peu de surface et qui avaient des DPB très importants. Donc là, il peut y avoir une perte importante. Voilà, c'est très rare, mais on avait encore des DPB à 5 000 €, donc ceux-là, ils passeraient à 1 350, puis à 1 000. Ensuite, il y aura de la convergence, avec une baisse d'un montant équivalent à 50% entre la moyenne et votre valeur d'ABR. Et il y a également un garde-fou, donc la valeur ne peut pas baisser de plus de 30% de la valeur initiale. Donc ça, c'est pour les DPB qui étaient supérieurs à la moyenne. Pour les DPB inférieurs, il y a un ajustement à la hausse. Donc pour atteindre 70% de la moyenne en 2023 et 85% de la moyenne en 2025. Et ensuite, il y a une convergence avec une hausse de 40% de l'écart à la moyenne. Le paiement redistributif. Donc celui-là, il change pas, hein, il va continuer comme il était. Donc son objectif, c'est de renforcer le capital humain en agriculture et de valoriser les activités génératrices d'emplois. Donc c'est un soutien pour les petites et moyennes exploitations, car il est plafonné à 52 hectares par actif, donc avec la transparence GAEC. Enfin, pas par actif, mais avec la transparence GAEC. Le dispositif, voilà, est identique à la programmation précédente et il est de 48 € par hectare. L'aide complémentaire JA. Donc, cette enveloppe est renforcée par rapport à la programmation d'avant. Donc, l'objectif est de contribuer au renouvellement des générations. Donc, c'est une aide forfaitaire qui est versée pendant 5 ans pour chaque nouvelle installée, qui est en situation de première installation. Donc, c'est un complément à l'aide découplée et elle pourrait être de 3 884 € par exploitation. Donc, la situation de première installation, aujourd'hui, c'est avoir moins de 40 ans et avoir des diplômes, mais pas forcément être passé par le processus DJA. Les éco-régimes, donc c'est ça la grande nouveauté de cette réforme. Donc, c'est l'outil vert de la PAC, ce qu'on vous a expliqué avant, où il y avait une volonté qu'il y ait plus de vert dans les réformes.
Donc, l'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser le stockage de carbone, accompagner les pratiques permettant une gestion durable des ressources et promouvoir la conservation de la biodiversité. Donc, les écorégimes dans le PSN français, il y aura deux niveaux, un niveau standard et un niveau supérieur. Donc, le niveau standard pourrait être de 60 € par hectare et le niveau supérieur de 82 € par hectare. Attention, ce sont des montants qui sont estimés à partir de l'enveloppe globale de l'écorégime et en fonction du nombre d'exploitations qui sont susceptibles de rentrer dans chacune des catégories. Donc, suivant comment les agriculteurs vont finalement être positionnés entre le supérieur et le standard, ces montants peuvent être revus plutôt à la baisse. Donc, pour valider les écorégimes, il y a 3 voies d'accès. Donc, les pratiques agronomiques, la certification et les infrastructures agroécologiques. Donc, je vais le redétailler dans les diapositives d'après, mais dans les grandes lignes, les pratiques agronomiques, il y a des contraintes sur les prairies permanentes, sur les cultures permanentes. Donc là, il y a très peu d'agriculteurs qui vont être concernés, c'est la viticulture et l'arboriculture, et sur les terres arables. La voie de la certification, donc c'est le HVE ou le bio, principalement, et les infrastructures agroécologiques. Donc, c'est un peu comme les règles de la conditionnalité tout à l'heure. Hein, il faut avoir au minimum 7% d'éléments non productifs ou paysagers favorables à la biodiversité et aux pollinisateurs sur la surface agricole et 4% sur la surface en terre arable. Donc, on va redétailler ces mesures. Il y aura également un bonus top E pour les voies pratiques agronomiques et certification de 7 € par hectare. Donc voilà, là, ça resimplifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, 3 voies d'accès, les pratiques agricoles, la certification et les infrastructures agroécologiques, avec pour chacune d'elles un niveau standard ou un niveau supérieur. Et pour les 2 premières voies, un bonus E qui est possible, un complément de 7 € par hectare. Donc, la voie des pratiques, il faut remplir 3 critères pour pouvoir être qualifié par cette voie-là. Donc, tout d'abord, concernant les surfaces en culture permanente. Donc, voilà, ce que je vous disais, ça, c'est vraiment sur... je pense que ça doit concerner personne dans la salle. On va regarder si les interrants sont enherbés dans la vigne ou dans l'arboriculture. Donc, entre 75 ou 95% pour le niveau supérieur. Ce qui va plus nous concerner, ce sont les surfaces en prairie permanente. Donc là, il faut qu'il n'y ait pas de labour d'une année sur l'autre maintenir 80 à 90% de prairies non labourées pour être dans le niveau standard, ou plus de 90% de prairies non labourées pour le niveau supérieur. Et donc, les conditions sont cumulatives. Il faut avoir des surfaces en terre arable, une diversité des cultures, donc là, qui se mesure avec des points, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, si vous avez au moins 4 points, vous êtes dans le niveau standard, et avec au moins 5 points, vous êtes dans le niveau supérieur. Comment on fait pour calculer ces points? Ouais, je vais vous l'expliquer, ouais, juste après. Donc, pour atteindre le niveau supérieur, il faut bien être supérieur dans les 3 critères, ou dans les 2 critères qui vous concernent. Et pour le ratio des prairies permanentes, le ratio est calculé d'une année sur l'autre. Donc voilà, cette voie des pratiques avec des histoires de points. Donc suivant l'assolement que vous allez avoir, vous allez gagner plus ou moins de points. Donc si on prend une exploitation en polyculture élevage qui a des prairies temporaires, de la céréale d'hiver, donc du blé, de la céréale de printemps style le maïs, et de la prairie permanente. Donc une exploitation peut gagner entre 2 et 3 points suivant la proportion de prairies temporaires que vous avez dans votre assolement. 1 point par diversité des cultures. Et ensuite, en général, il reste quand même beaucoup de prairies permanentes sur les exploitations, hein, donc vous allez gagner entre 1 et 2 points sur les
prairie permanente. Donc, les 5 points sont en général assez faciles à atteindre. Donc, dans les premières simulations qu'on a fait, en général, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Et une exploitation qui est toute en prairie permanente n'est pas soumise à ce calcul de points et directement éligible à la voie des pratiques. La voie de la certification, donc comme tout à l'heure, il y a la qualification standard et supérieure. Donc, pour être en qualification supérieure, il faut être qualifié HVE 3, parce qu'il y a le HVE 1 et 2, mais qui valideront que le standard, ou en agriculture biologique. Donc, l'autre intérêt également de la certification HVE, c'est le crédit d'impôt, qui est plafonné à 2 500 € par associé, avec une transparence GAEC, si la certification a lieu avant le 31 décembre 2022. Donc ça, c'est un crédit d'impôt qui n'existera plus en 2023. Donc c'est cette année qu'il faut en profiter pour être certifié et pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc la voie des voies infrastructures agroécologiques. Donc pour être dans le niveau standard, il faut avoir entre 7 et 10% d'infrastructures agroécologiques sur la SAU et 4% sur les terres arables. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, qui sera peut-être pas facile à obtenir, parce que les infrastructures agroécologiques, même qu'on en ait beaucoup dans le Cantal, pour arriver à 7 ou 10%, pour arriver entre 7 et 10% et plus de 10% pour le niveau supérieur, il faut en avoir quand même beaucoup. Donc, nous avons ici le tableau de correspondance de comment on calcule des hectares d'infrastructures agroécologiques par rapport au type d'éléments non productifs. Donc, je ne vais pas vous détailler ce tableau, d'autant plus qu'il est encore en négociation et qu'il peut être revu avec l'évolution du PSN. Donc, ce que je vous ai dit un peu en introduction des écorégimes, c'est que voilà, ces écorégimes se substituent à l'enveloppe des paiements verts, mais on peut se poser la question si le budget prévu va être suffisant. Dans les premières simulations qui avaient été faites par le ministère, ils estimaient qu'il y aurait des exploitations qui seraient dans le niveau standard, et ces exploitations-là vont faire le maximum pour se trouver dans le niveau supérieur. Et du coup, si tout le monde est dans le niveau supérieur, il n'y aura pas le budget pour payer au niveau qu'ils avaient annoncé au départ. L'autre gros point sur les aides, ce sont les aides couplées. Donc, elles représentent 15% du premier pilier, ce qu'on vous a dit tout à l'heure dans le graphique. Donc, c'est le même pourcentage que dans la programmation précédente, que dans le système actuel. Le souci, c'est qu'il y a plus de budget alloué aux protéines végétales. Donc, ces aides passeront de 2 à 3,5% du budget d'ici la fin de la programmation. Il y a une aide également exclusivement réservée aux producteurs de légumes et de petits fruits, donc qui ont pour les petites surfaces, donc qui peuvent représenter 1 600 € par hectare, ce qui entraîne des aides animales en baisse qui vont passer de 12,6% à 11%. Est-ce qu'il y a une transparence pour déterminer la surface comprise entre 0,5 et 3 hectares si vous êtes trop associés, vous bougez? Je ne sais pas là. Est-ce qu'il y a une transparence sur les surfaces là, de 0,5 à 3 hectares? Est-ce que si tu es 3, tu peux percevoir jusqu'à 9 hectares? Je pense. Certainement, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. qu'on est en société, oui. Ouais. Oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas la transparence GAEC. GAEC, oui, il y a la transparence GAEC, comme on a dit, marchera sur tout. Ouais. Les autres aides couplées végétales qui existaient sur l'ancienne programmation sont maintenues. Les aides sur le blé dur, bon, après, c'est des aides qui ne nous concernent pas dans le Cantal. Donc, les aides couplées protéines. Donc, il va exister une aide couplée aux légumineuses fourragères, donc qui va être de 149 € par hectare, à condition que ces protéines soient en culture principale l'année de la demande d'aide, et donc vont être primées la luzerne, le trèfle, le pois, le lupin, voilà, ce qui peut se faire chez nous. Vous avez une liste plus complète.
Et également, on a le retour de l'aide sur des mélanges de légumineuses fourragères entre elles ou avec d'autres cultures, à condition d'avoir au moins 50% de semences de légumineuses à l'implantation. Donc, c'est une aide qui avait existé au début de la programmation actuelle et qui avait été supprimée en cours de programme et qui reviendrait à l'ordre du jour. Et donc, ces surfaces légumineuses en mélange seraient éligibles uniquement l'année du semis, uniquement la première année. Les aides couplées animales, donc ce qui nous intéresse le plus. Donc, pour les aides bovines, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une baisse de 13% progressivement entre 2022 et 2027 pour alimenter les aides protéines. Donc, c'est une aide qui sera dorénavant à l'UGB. Donc, les UGB qui comptent, ce sont les animaux de plus de 16 mois, détenus au moins 6 mois, et donc, c'est plus à la vache comme c'est actuellement. Cette mesure vise à encourager l'engraissement. Donc, il y aura 2 types d'UGB pour 2 niveaux d'aide. Des UGB à prix fort, qui seront plafonnés à 1,4 UGB par hectare de surface fourragère et 120 UGB. Et des UGB moins rémunérés et plafonnés à 40 UGB primables. Donc, le but, donc ça, c'est pour les UGB laitiers, hein, donc je le détaille après, mais les UGB prix fort, ce sont les allaitants, et les UGB prix faible sont les laitiers. L'intérêt de ça, c'est de ne pas encourager l'agrandissement des troupeaux laitiers ou la densification des systèmes d'engraissement spécialisés. Donc, pour rappel, les montants qui sont actuellement en vigueur, jusqu'en pour cette année, pour 2022 encore. Donc, pour l'aide à la vache allaitante, donc c'est 171 € pour les 50 premières, 123 € pour de la 51e à la 99e vache, et 62 € de 100 à 140. Et pour l'aide pour les bovins laitiers, c'est 83,80 € par vache laitière avec un maximum de 30 vaches. Donc, comment vont être définis ces UGB bovines? Donc, ce sont les UGB de plus de 16 mois qui vont être comptabilisés. Donc, c'est d'une part les animaux qui sont présents à une date de référence, mais qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est difficile un peu dans les simulations, effectivement, de se projeter parce qu'on ne connaît pas la date de référence. Donc, les animaux qui sont présents depuis plus de 6 mois sur l'exploitation. Et également les UGB qui sont vendus à plus de 16 mois au cours de l'année précédant la date de référence. Donc, on peut envisager, voilà, on va prendre une période d'1 an. Donc, le départ du N-1 et l'arrivée du N, on ne connaît pas encore la date. Hein. Donc, on va compter les animaux de plus de 16 mois présents depuis plus de 6 mois sur l'exploitation et les animaux vendus de plus de 16 mois qui n'étaient pas éligibles l'année d'avant parce qu'ils étaient trop jeunes et qui sont présents depuis plus de 6 mois sur l'exploitation. Avec une correspondance comme elle est aujourd'hui. Hein. Les animaux entre 6 et 24 mois comptent 0,6 UGB et les animaux de plus de 24 mois comptent 1 UGB. Si on achète un animal de 13 mois, on le garde 6 mois. Donc, 0,6, c'est les 3 mois. Oui. Oui. De toute façon, il compte que quand il a 16 mois. Donc, voilà, les 3 premiers mois, ils ne comptent pas. Hein. Au niveau des montants, donc les UGB à prix fort, donc ce sont les mâles, viande ou laitier, qui vont compter. Après, il y a une limite. Les mâles sont primés dans la limite du nombre de mères. Donc, dans les exploitations classiques, ça ne va pas être un frein. Hein. C'est pour limiter dans les ateliers d'engraissement, en fait. Donc, sont primés au prix fort les femelles à viande ou croisées viande. Donc, dans la limite de 2 fois le nombre de veaux sevrés en race à viande. Donc, c'est pareil, ça garde un peu de caractère allaitant quand même dans les UGB forts. Et donc, ces UGB forts seront primés 110 € par UGB. Donc, au début de la réforme, et c'est un montant qui va diminuer au fil de la réforme. Donc, on arriverait à 102 € par UGB en 2027.
Il y a un plafond à ces UGB, donc un plafond de 1,4 sur la surface fourragère, y compris les céréales autoconsommées, et un plafond de 120 UGB avec de la transparence GAEC, hein, toujours pareil. Les UGB prix faibles, donc ce sont les mâles qui dépasseraient le plafond du nombre de mères. Les femelles, pareil, qui dépassent deux fois le nombre de veaux sevrés, et principalement, pour ce qui nous concerne, les femelles de race laitière et mixte. Donc pour ces animaux-là, le montant serait de 60 € par UGB et 56 en fin de réforme, avec un plafond à 40 UGB. Il y a un seuil de 5 UGB adultes, donc si vous avez moins de 5 UGB, vous ne toucherez pas d'aide. Donc le plafond global UGB fort plus UGB faible est de 120 UGB et avec les 1,4 de surface fourragère, et de 40 UGB à prix faible. Donc pour les mix, vous pouvez toucher et 120 UGB sur les allaitantes et les 40 UGB sur les laitières. Donc il y a quand même une garantie de 40 UGB non soumise au respect du taux de chargement. Et donc dans les systèmes avec d'autres animaux que les bovins, les ovins et les caprins, enfin toute la surface fourragère est affectée aux bovins. Ça ne vous enlève pas du droit à UGB. Excusez-moi. Le chargement, vous m'avez dit que dans le cadre de chargement, c'est les UGB primés ou les UGB totaux? Non, c'est que les UGB primés, enfin les UGB de plus de 16 mois du coup. Concernant l'aide ovine, donc il n'y a pas de grands changements par rapport au système actuel. Il y a quand même un changement qui est à noter, c'est une baisse un petit peu du prix de l'aide. Autrement, voilà, elle reste accessible aux éleveurs qui ont au moins 50 brebis, avec un plafond de 500, une productivité minimum de 0,5 agneaux par brebis. La durée de détention, elle est toujours de 100 jours à compter du 1er février, et avec l'application de la transparence GAEC. Donc l'aide, elle sera dégressive également, 23 € en 2024 et 21 € en 2027, avec une majoration de l'aide pour les nouveaux producteurs pendant 3 ans. Les autres aides couplées, donc le veau sous la mer, est maintenu avec 110 € par veau labellisable et 60 € de plus pour les veaux labellisés. Donc, les races à viande sont éligibles, les IGP et les labels rouges ou les aides bio. L'aide Capri ne change pas non plus, avec 15 € par chèvre en début de programmation. Et il faut avoir au moins 25 chèvres pendant 100 jours. Voilà pour le détail de ces aides du premier pilier. Donc, c'est un peu dense. Donc, Dominique, après, vous expliquera des simulations d'aide. Voilà. Globalement, donc ça vous resituera aussi un petit peu sur les impacts que ça peut avoir sur vos exploitations. Donc, on a répondu un peu aux questions au fil de l'eau. Après, est-ce que vous avez d'autres questions? Tu en as une, Thierry? Oui. Hormis les exploitations tout en herbe, le meilleur moyen pour émarger aux écorégimes semble être le passage par le HVE. Alors, pas forcément, hein, parce que ce que je vous ai expliqué avec le calcul de points, une exploitation aujourd'hui qui n'était pas soumise au SIE, pour à peu près situer, pourra valider les écorégimes par la voie des pratiques culturales. Donc là, HVE est un moyen, c'est sûr, mais la voie des pratiques culturales permet de qualifier un grand nombre d'exploitations dans le Cantal. Donc je relaisse la main à Edith pour le deuxième pilier, et puis après on peut revenir de toute façon si d'autres questions vous viennent dans la discussion. Alors, donc, le deuxième pilier, donc on a 2 autorités de gestion. La gestion par l'État, donc qui gère l'ICHN, Natura 2000, les MAEC, les conversions bio, les assurances récoltes et les fonds de mutualisation. Et tout ce qui est géré après par les régions, les aides aux investissements, dont les plans bâtiments,
les dotations JA, les MAEC forfaitaires, les aides aux échanges de connaissances et les programmes leader. Donc, les propositions qui ont été faites donc par le PSN français du 21 mai pour le deuxième pilier. Donc, 2022, on avait une enveloppe de 2 415 millions d'euros. Donc, cette enveloppe, elle va passer à 2 556 millions d'euros. Donc, on a une légère hausse. Au niveau de l'ICHN, donc pas de changement. Les MAEC, donc on gagne 10 millions d'euros. Les conversions bio, on augmente aussi. Les assurances récoltes, une augmentation. Les dispositifs région, donc là, on augmente également aussi. Et bon, les autres dispositifs également. Donc après, on va voir chacun pour chaque cas, un petit peu comment ça va se passer. Donc, au niveau de l'ICHN, donc on a un maintien du niveau actuel. Le zonage qui a été révisé en 2019, il ne sera pas modifié. Les évolutions probables, c'est une hausse de 3 à 5 UGB, donc ce qu'a dit Marie-Lune tout à l'heure. Avant, il fallait au minimum 3 UGB, maintenant ça va être 5. Pour pouvoir prétendre à l'ICHN. Au niveau des aides bio, le budget pour la conversion bio passe de 262 millions d'euros à 340 millions. Pas d'enveloppe pour le maintien, que la conversion. Pas de soutien possible du coup par les régions car pas de map dans le catalogue des MAEC national. Et l'objectif est d'arriver à 18% de la SAU en bio en 2027. L'objectif au niveau de l'Union européenne est de 25% en 2030. Et aujourd'hui, en France, on est à 8,5% de surface en bio. Donc après, pour la partie assurance récolte, donc là, il y a des discussions qui sont encore en cours. Cette assurance récolte, elle va être fusionnée avec les calamités agricoles, en fait. Donc, ils sont en train de caler ça. Ce qu'on sait, c'est que du coup, il y aura quand même une augmentation. On passerait de 150 à 186 millions d'euros. Mais ça paraît insuffisant pour faire passer les seuils et les franchises à 20% et d'augmenter la subvention de la prime à 70%. Après, bon, c'est vraiment un dossier où la réforme, elle est vraiment en cours avec tout ce qui est assurance climatique. Donc ça risque d'évoluer. L'annonce d'un budget global pour les deux, là pour l'assurance récolte et pour les calamités, il est annoncé à 600 millions d'euros contre 300 à 330 millions aujourd'hui. Avec aujourd'hui, c'est 150 millions, on l'a vu tout à l'heure, pour les assurances récoltes et 150 à 180 millions pour les calamités. Et donc, on doublerait ce budget pour arriver à 600 millions. Au niveau des MAEC, donc 260 millions d'euros de crédits européens en moyenne annuelle. Il y a une coexistence de MAEC sur FASIC qui sont gérés par l'État, on a vu tout à l'heure, et les MAEC forfaitaires qui sont gérés par les régions. Le principe, donc, ce sont des contrats sur 5 ans, des MAEC avec plusieurs niveaux d'engagement, et il y a un diagnostic qui sera obligatoire avant de partir sur des MAEC et une formation qui sera obligatoire aussi à suivre dans les 2 ans. Aujourd'hui, il y avait juste des réunions d'information. Là, il y aura une formation qu'il faudra faire dans les 2 ans. Donc, les mesures qui sont gérées par les régions, donc on a une MAEC forfaitaire transition des pratiques, MAEC forfaitaire transition bas carbone, MAEC système forfaitaire, amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles et les protections des races menacées. Les MAEC avec obligation de résultat, il faudra une baisse des IFT, donc les indices de fréquence des traitements phytosanitaires, et une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors, quels sont les résultats attendus et les suites du parcours du plan stratégique national français?
L'objectif, c'est la stabilité des aides par filière et par territoire. Donc là, on voit la différence entre comment ont évolué les paiements directs et l'ICHN par département. Donc ça, c'était la programmation 2014-2019. Donc on voit que le Massif central, on était en bleu, donc elle nous avait été plutôt favorable. Là, pour 2022-2027, on va être plutôt en rouge, donc elles nous seront moins favorables que sur le plan précédent. L'évolution du montant des aides, tout type confondu par filière. Pour les grandes cultures, on annonce une stabilité. Pour le lait, plus 2%. Et pour les vaches allaitantes, moins 3 à moins 4% seulement, car voilà, il y a un gain qui est attendu sur la convergence des DPB, sur les aides aux protéines et sur les éco-régimes aussi. La suite du PSN français, des chantiers complémentaires, donc la définition de l'agriculteur véritable, plus de 67 ans. Alors, du coup, ça a été calé. Il n'y a plus cette limite d'âge de 67 ans. Par contre, effectivement, il faut cotiser obligatoirement à la TEXA. Donc, pour les pluriactifs, ce qui permettra de déclencher les aides, c'est de cotiser à la TEXA. Si on ne cotise pas, on ne pourra pas avoir les aides de la PAC. Et la nouveauté, du coup, par rapport au plan de décembre, c'est qu'on ne pourra pas cumuler la retraite agricole avec les aides PAC. Donc aujourd'hui, il y avait quelques retraités qui déclaraient encore quelques petites surfaces. Du coup, ça ne sera plus possible de cumuler, ça sera l'un ou l'autre. Parce que ça, sur les parcelles de subsistance, souvent, ouais. Sur 3 hectares, 3-4 hectares, ils déclaraient encore des DPB, mais là, ça sera fini. Voilà. Donc, il reste encore des précisions à obtenir. Donc, par rapport à ce qu'a présenté Marilyn tout à l'heure, hein, donc sur les éco-régimes, la liste des cultures par catégorie, le non-labour des prairies permanentes, et au niveau des aides couplées, hein, par rapport aux UGB, il nous manque toujours cette fameuse période de référence. Il reste encore quelques MAEC forfaitaires et l'assurance récolte. Hein, du coup, on attend encore les fins des discussions. Donc, si on fait une petite frise chronologique, donc septembre 2021, présentation du PSN français. Deuxième semestre 2021, il a été soumis à l'évaluation de l'autorité environnementale française au débat public du 13 novembre au 12 décembre. Donc, avant le 31 décembre 2021, donc, il y a un nouveau PSN français qui a été soumis à la Commission européenne. On a donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Du coup, mai 2022, on va faire quand même nos déclarations PAC 2022 jusqu'au 15 mai, depuis le 1er avril, pardon. Et donc, on espère en 1er juillet ou dans l'été, hein, on espère le retour de la Commission et l'application, normalement, 1er janvier 2023. Donc, l'accord final du 25 juin, le Parlement européen a obtenu l'engagement que les PSN seront alignés sur les objectifs du Green Deal. La Commission européenne pourra exiger des modifications de ceux-ci, en particulier si elle considère que les PSN présentés ne permettent pas d'atteindre les objectifs environnementaux fixés dans le Green Deal. Donc, on retrouve toujours cette exigence verte. Donc, voilà pour cette partie du deuxième pilier. Je ne sais pas si vous avez des questions. Après, Dominique va présenter plusieurs simulations en lait, en viande. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions maintenant ou si on attend peut-être les simulations. Pas de souci. Allez. Tu veux qu'on te le fasse passer ou tu veux la... Non, oui. Voilà, donc moi je vais vous présenter une simulation lait-viande. Donc on va commencer par quelques exemples d'exploitation laitière. Donc là, ça serait un individuel en lait et tout en herbe, donc sur 68 hectares, un DPB inférieur à la moyenne. Donc on vous a dit tout à l'heure que la moyenne c'était 115 €. Donc ça, c'est un DPB qui va converger à la hausse. Et 39 vaches laitières et 11 génisses de 16 à 24 mois. Donc là, on s'aperçoit qu'on a une augmentation globale de l'enveloppe d'aide qui avoisinerait les 1 700 €.
Donc, comme je vous ai dit précédemment, ça serait essentiellement sur la convergence des DPB et un tout petit peu sur l'aide à l'UGB, puisque là, on prime plus d'UGB que précédemment, où on était plafonné à 30 vaches laitières, dont le montant était un peu plus élevé, mais là, on va primer les 39 plus les 6,6 UGB Génis. Voilà. Donc, au total, on va primer 46 UGB. Donc, ce qu'il faut retenir là, dans cet exemple-là, c'est surtout la convergence du DPB qui fait augmenter l'enveloppe d'aide. Donc, le prochain, c'est un GAEC laitier tout en herbe, avec deux associés, donc avec capital social à 50-50. Hein, comme vous savez tous, pour optimiser l'enveloppe d'aide, il faut avoir un capital social égalitaire. Donc, sur une surface de 100 hectares. Donc là, pareil, DPB est en dessous de la moyenne. On a 62 vaches laitières et 18 génisses de 16 à 24 mois. Donc là, on a une variation de 2400 €. Donc, en premier lieu, mais comme tout à l'heure, hein, c'est essentiellement l'augmentation du DPB, puisque sur les UGB, là, sur cet exemple-là, on a peu de variations, puisqu'on primait quand même 60 vaches laitières à 82 € et on passe tous les UGB à 60. Donc là, ensuite, l'autre exemple, c'est un GAEC laitier également tout en herbe, mais par contre avec du DPB plus élevé, donc un DPB qui est proche de la moyenne nationale actuelle, donc de 115 €. Donc forcément, il va converger vers les 128, mais de façon moins importante que celui de 100 €. Donc c'est pour ça qu'on a une augmentation essentielle que de 700 €. Après, voilà, je pense que déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que notre enveloppe d'aide ne bouge pas, quoi. Voilà, en gros. Donc, toujours sur le lait. Donc là, c'est un individuel, mais qui a du lait et qui fait aussi du maïs et de la céréale en autoconsommation. Donc, il a 10 hectares de maïs, 5 hectares de céréales, 5 hectares de prairie temporaire, 41 hectares de prairie permanente et un DPB à la moyenne, donc à 115 €, 47 vaches laitières. Donc là, vous voyez, là, pareil, hein, on a une enveloppe d'aide qui varie peu, de l'ordre de 400 €. Et là, c'est pareil, c'est uniquement dû à la faible revalorisation des DPB. Donc là où ça va se corser un petit peu, c'est sur le prochain. Donc là, sur celui-ci, c'est un GAEC laitier, mais avec du maïs et de la céréale. Donc avec 101 hectares, un DPB à 115 €. Donc là, si vous voulez, voilà, on varie un petit peu, on va augmenter un petit peu avec le DPB, sauf que là, on a un petit souci avec les BCE 8, puisqu'on a moins de 75% d'herbe et plus de 10 hectares de terre arable. Donc, on est soumis à la BSCE 8. Donc, il va falloir trouver 4% d'éléments paysagers type haies ou aliments d'arbres ou tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Parce que si on n'a pas ça, donc là, on pourrait toucher l'intégralité, sauf que si on n'a pas ça, on va avoir une pénalité due à la conditionnalité, et cette pénalité elle peut aller de 3% à 20% de l'enveloppe d'aide. Ça, c'est la première année. Deuxième année, on redéclare à peu près pareil, on n'est toujours pas en règle avec la BCE 8. Donc là, c'est même plus 20%, c'est suspension des aides, quoi. Il n'y a plus d'aide. Donc il n'y aura pas de choix que s'adapter. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que l'adaptation sera plus difficile, à mon avis. Et donc, peut-être qu'il faudra avoir recours pour certains, alors pas pour un nombre infime, je dirais, mais peut-être à de la jachère. Donc, c'est le retour des jachères, bienvenue. Donc, ensuite, toujours un GAEC laitier avec que du maïs et des céréales. Par contre, là, on a un DPB nettement plus élevé, hein, vous voyez, un DPB à 140 €. Donc, forcément, lui, la convergence, elle ne se fait pas vers le haut, mais elle se fait vers le bas. Donc, on a une enveloppe d'aide qui diminue de 2300 € et il est toujours soumis au BCE 8.
avez une question? Après, les questions après. Donc là, c'est l'individuel, les maïs intensifs. Alors là, je pense pas qu'on ait beaucoup de cas comme ça, hein. C'est 35 hectares, 40 vaches laitières, 350 millilitres de lait, donc 10 millilitres d'hectare, 20 hectares de maïs, que du maïs. Donc du coup, lui, il est soumis au BCE 8 parce que forcément, il n'a pas 75% d'herbe, il a plus de 10% de terre arable. Et en plus, il est soumis à une autre chose, lui, c'est qu'il n'a pas de diversité des assolements. Hein, puisqu'il a que des hectares de maïs, il n'a pas de céréales. Donc lui, son risque, c'est d'avoir soit l'éco-régime standard à 60 euros, ou au pire, pas du tout, quoi. Ouais. Mais c'est surtout, lui, il risque de descendre à 60 euros au lieu d'avoir les 80, quoi. Après, c'est quand même des cas de figure qui ne sont pas très répandus sur le département. Donc là, nous allons passer maintenant à la viande. Donc là, c'est un individuel allaitant toute herbe. Donc 65 hectares, 41 vaches, 4 génisses de 24 mois, 2 taureaux et des DPV à 100 euros. Donc là, déjà en préambule, ce qu'on peut dire, c'est que nous, dans nos exemples, on a déjà pris, je vais y arriver, un taux de renouvellement très faible. Si vous voyez, 41 vaches, 4 génisses, donc on est à 10% de renouvellement. C'est peu élevé. Et d'autre part, on retient qu'une catégorie de génisses, donc les génisses de plus de 24 mois, puisque la catégorie des 16 à 24 mois, comme on ne connaît pas aujourd'hui les dates qui seront retenues pour que vous fassiez les déclarations, on a fait le choix de ne pas les retenir. Mais par contre, selon les dates qui seront retenues, on aura peut-être les deux catégories de génisses qui pourront se primer. Donc, si on part là-dessus, donc là, c'est pareil, hein, mais heureusement qu'on a la convergence du DPV, puisque au niveau de la BA, donc aujourd'hui, on avait 41 vaches primées à 170 euros, et là, on retombe à 47 UGB qui vont être primées à 110 euros. Donc, du coup, on perd pratiquement 2000 euros d'ABA, quoi, d'aide sur les bovins. Donc, c'est la convergence sur les DPV qui nous permet de maintenir l'enveloppe d'aide. Donc, ensuite, c'est donc un individuel allaitant, mais par contre, lui, il fait de la génisse grasse. Donc, précédemment, ces génisses, elles n'étaient pas primées. Hein, il n'y avait que ces vaches qui étaient primées, donc avec ces 30 vaches allaitantes. Donc, du coup, lui, il va gagner, puisqu'on lui prime les génisses. Bon, il y a la convergence aussi du DPV, forcément, mais du coup, là, dans cet exemple-là, on prime aussi les génisses grasses. Donc ensuite, c'est un GAEC allaitant tout en herbe, donc avec deux associés 50-50, 140 hectares, des DPV à 110 euros, donc un tout petit peu plus élevé, qui se rapproche de la moyenne. 100 vaches allaitantes et toujours que 10 génisses de 24 mois, donc toujours avec un faible taux de renouvellement. Hein. Donc là, forcément, on a une perte, hein, puisqu'on avait, comme tout à l'heure, hein, on avait les 100 vaches allaitantes précédemment qui étaient primées à 170 euros, et maintenant, on va avoir les 120, 110, 115 bovins primés à 110 euros, donc on a un fort écart là-dessus, et donc la convergence du DPV qui permet de réduire un peu cette baisse, mais qui, malgré tout, sera une baisse. Après, je me répète, hein, mais c'est quand même des simulations qui sont faites sur des cas types où on a fait des choix. Hein. Voilà, ils sont faits comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'en allaitant, quand on a un pourcentage de renouvellement un peu plus élevé, on perce moins, puisque forcément, on prime plus de génisses. Donc ensuite, GAEC allaitant avec du maïs. Donc là, on a 6 hectares de maïs et 6 hectares de céréales. Un DPV qui est à la moyenne. Et donc là, on a également une perte de 3800 euros, hein, parce qu'avec le même phénomène que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est qu'on a une faible convergence du DPV et par contre une baisse de l'aide aux UGB. Donc ensuite, un individuel allaitant maïs. Donc lui, il a 66 hectares, 4 hectares de maïs, 5 hectares de céréales.
57 vaches allaitantes, mais par contre, il a un DPV relativement élevé, aux alentours des 130 euros. Donc là, forcément, il cumule les points négatifs, si on peut dire, par rapport à la nouvelle PAC, puisqu'on a une baisse de l'aide aux UGB et on a une baisse des DPV. Donc au total, sur cet exemple-là, on a une baisse de l'enveloppe d'aide de 3 000 euros. Et voilà, ce que je n'ai pas précisé dans les exemples précédents, mais vous voyez, voilà ce que dit Marie tout à l'heure, c'est comme au départ, on est à 110 euros d'aide à l'UGB, qu'après on passe à 102. De plus, on va vers la fin et de plus, l'enveloppe d'aide a tendance à diminuer. Donc là, un individuel allaitant avec du maïs intensif. Donc, lui, il a un DPV très élevé par rapport à ce qu'on peut constater, nous, sur le département. 180 euros, on n'en a pas l'appel. Donc, du coup, là, ce qui se passe, pareil, il cumule quand même pas mal d'éléments négatifs, je crois, puisque comme il a un chargement supérieur à un 4, il va être plafonné à 60 hectares multipliés par 1,4 UGB, il va être plafonné à 84 UGB dans cet exemple-là. Alors qu'au total, il a quand même 110, 115 UGB. Donc, il a 30 UGB qui ne seront pas primés. D'où la perte très importante, là, on est à 10 000 euros. Après, ce n'est pas légion dans le département, mais malheureusement, on peut avoir quelques cas comme ça. Donc, voilà un petit peu, moi, pour les exemples que j'avais à vous proposer. Je ne sais pas si après, si vous avez des questions. Sachant que le mieux, quand même, c'est de faire une simulation sur chaque exploitation. Nous, on a les outils pour ça. Donc, les gens qui font la PAC avec nous, ils auront une simulation PAC. Et ceux qui n'auraient pas la PAC avec nous peuvent venir faire la PAC avec nous et faire la simulation. Et s'ils ne veulent pas faire la PAC avec nous, ils peuvent aussi nous demander qu'on leur fasse une simulation de cette PAC. Donc là, ouais, je peux vous dire. Et par rapport aux éléments connus tout de suite, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Là, ce qui nous gêne un peu, moi, ce qui me gêne un peu pour les allaitants aujourd'hui, c'est quand même le fait de ne pas savoir quand les dates qu'ils vont retenir, quoi. Si on élimine une catégorie de génisses, voilà. Ce qu'on a fait, nous, à chaque exemple, quoi. Après, là, ouais, il y a des questions sur le chat, là Oui, il y a une question. Quelle sera la place du maïs en silage? Ben pour moi, ça change pas. Il n'y a pas de changement particulier par rapport à ça. Hein? Pourquoi le diminuer? Si tu manques L'exemple des allaitants, c'était. Oui, mais parce qu'ils étaient tout en maïs. Le plus embêtant, c'est pour ceux qui feraient que du maïs, qui n'auraient pas de céréales, parce qu'on n'a pas à ce moment-là de diversité d'assolement. Donc, c'est là où on est pénalisé. Mais pour les gens qui ont maïs et céréales, on n'a pas de souci particulier. Après, c'est sûr que sur certaines régions du département, et en plus cette année, avec, c'est en 2022, mais malheureusement, ils reviennent souvent, sur des exploitations touchées par les râteaux-pieds de montagne, où aujourd'hui, on va certainement mettre que du maïs. Voilà, ça peut poser problème à l'avenir. Pour les éco-régimes, en fait. C'est les éco-régimes, oui, tout à fait. Il y en avait une autre Non, pas d'autres questions sur le chat. Est-ce que tu as fait une simulation des jeunes qui a des vaches, par exemple, en individuel qui a 130 vaches aujourd'hui primées, c'est dégressif. Avec une nouvelle PAC, c'est 115 euros par UGB. 110, oui. Et il y a un plafond? Oui, il y a un plafond de 120. 120, pardon. Un individuel, tu me parles. 120. Oui, voilà. Est-ce qu'avec la nouvelle PAC, il est gagnant ou perdant? Mais là, si tu veux, c'est toujours. Il sera perdant, si tu veux, sur l'aide à l'UGB. Ouais. Mais si il y en a plus, il est gagnant. Parce que c'est dégressif, c'était 170. Oui, mais il avait quand même tout primé, si tu veux, parce qu'il avait 170 les 50 premières, 123 les 50 à 100, et 70 euros les suivantes, quoi. Voilà. Mais bon, donc du coup, si tu veux, globalement, oui, il va être perdant. Voilà.
Mais si on ne fait pas là, moi j'ai fait une simulation avec un collègue justement sur une exploitation comme ça parce qu'on croyait qu'il allait perdre énormément. Et en fait, c'est vrai qu'il perd un petit peu sur l'aide à l'UGB, mais c'était quelqu'un qui avait un DPB aux alentours des 100 €, donc du coup, on est pratiquement à l'équilibre. C'est pour ça que c'est intéressant quand même, et c'est quelqu'un qui avait aussi un taux de renouvellement assez important. C'est quand même, ouais, je pense, utile de faire quand même sa simulation, quoi. Parce que là, des cas particuliers, c'est pas parlant, quoi. Ce qui est parlant, c'est votre exploitation, quoi. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, on est dans le premier temps où on a un peu de changement. On a quand même intérêt à diminuer le nombre de vaches et mettre en place un restant de génisse. Oui. À condition, toujours pareil, hein, pour moi, c'est la filière après derrière, quoi. Vous trouvez, comme aujourd'hui, pour moi, si vous voulez, là, on est parti sur des taux de renouvellement relativement faibles. Demain, est-ce qu'il ne faudrait pas partir sur des taux de renouvellement un peu plus élevés, justement, pour après partir sur des filières qui sont plus valorisantes? Aujourd'hui, quand même, la réforme, que ce soit dans nos races rustiques, salaire en vrac, la réforme de moins de 10 ans, aujourd'hui, elle arrive à se payer un petit peu. Donc, à mon avis, pour moi, on prime de la génisse. Donc, quand vous augmentez un petit peu le taux de renouvellement, baissez un peu les vaches, et là, ça fait un peu moins de boulot parce qu'on ne vèle pas, hein, les vaches, voilà, et on valorise derrière. Donc, je pense que le taux de renouvellement ou l'engraissement de génisse, si on a une filière derrière, ça peut être intéressant parce qu'on va primer quand même ces bovins-là, alors qu'avant, on ne les primait pas, quoi. Dominique, il me semble que la simulation est faite, c'est 50 €. Si c'est en plus de la Déclaration de surface. De la prestation PAC, oui. Pour ceux qui ont la prestation PAC aujourd'hui. Je pense quand même que c'est judicieux de le faire dans des situations un peu. De toute façon, pour nos adhérents qui ont la prestation PAC chez nous, je pense que tout le monde, 90%, prendront la simulation 2023. Et après, je vous dis, on a même on pourra faire, pour ceux qui ne vont pas faire la PAC avec nous, on pourra faire une simulation PAC. Avec. Combien c'est tarif, c'est toujours pas la. Mais ça va être à partir de 100 €. 100 €. Ouais. Plus de questions? Donc là, juste, on va vous faire un petit. Oui. Une exploitation où il n'y aurait pas de vache, mais uniquement de l'engraissement de génisse. Ça fonctionne ou pas? Mais vous pouvez primer, si je ne me trompe pas, 40 GB. 40 GB au taux faible, à 60 €. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais. Ça va passer en UGB faible. Ouais. Comment? Ceux qui prennent des vaches en pension, les 6 mois de détention, ça marche toujours? Ah ben là, aujourd'hui, par rapport à toutes ces règles, c'est ce qu'on attend, nous, là. Parce que tout ça, encore, on ne sait pas, on sait pas exactement comment ça marchera. À un moment donné, on avait 6 mois de détention. Voilà. Est-ce qu'on les aura à l'avenir? On ne sait pas. Donc, ouais. Et la date qui sera retenue. Donc, c'est vrai que sur ces aspects-là, on n'est pas au point. Et personne n'est, quoi, aujourd'hui. Oui, est-ce que ça sera une date 15 mai, parce que c'est une date qu'ils aiment bien à la PAC, ou est-ce que ça sera comme aujourd'hui, la date de demande, qui fera le point de départ des 1 an de prise en compte? C'est ça qu'on. Ouais. Après, ce qu'on n'a pas aussi mis dans nos simulations, c'est qu'une personne, aujourd'hui, en allaitant, il y a moyen d'optimiser son nombre de vaches primées en faisant la déclaration au bon moment, au moment où on a les génisses vélées et les vaches de réforme qui sont encore là. Et si on part sur une moyenne, on va partir sur moins d'UGB que ce qu'on pouvait primer de vaches dans le système actuel, en optimisant comme il faut. Après, le système 2023 permettra peut-être aussi d'avoir une optimisation de sa déclaration par rapport à son système aussi, quoi, à voir. Ça, c'est encore les points qu'on connaît. Quoi. Comme d'habitude, on arrivera bien à s'adapter un petit peu. Quoi. Vous arriverez bien à vous adapter. Ouais. Une question pour moi. Les structures des chevaux, il en faut 5 minimum. Je ne suis pas UGB, c'est ça? Et alors ça, c'est pour les CHN. C'est pour les CHN, ça va. Pour les CHN et avec le chargement après. Et puis le chargement des 0,3 minimum ou 0,4, selon la. Non, 0,3, parce que quand tu es sur des chevaux, souvent, quand tu cherches des UGB,
ce que tu fais, c'est pour avoir l'ICHN, c'est pour avoir au moins 0,3 ou 0,4 de chargement pour pouvoir prétendre à l'ICHN. Voilà. Donc, Le c'est plutôt 1,4, c'est que pour l'aide bovine. Oui, et après, voilà. Je pense que c'est au moins 0,4. Mais non, c'est l'ICHN, c'est l'ICHN. 0,3 ou 0,4 que tu dois avoir de chargement minimum pour pouvoir percevoir l'ICHN. Alors, avec des chevaux ou avec des bovins Voilà. des Ou avec caprins, n'importe quoi. Mais souvent, voilà. Ouais, les exploitations un peu petites où on n'a pas de bovins, on le fait avec les chevaux, mais voilà. Si on a une déclaration PAC début mai, tous ceux qui ont des villages d'hiver Et oui, vont être pénalisés sur le génie. on est d'accord, c'est pour ça que si tu veux, voilà. Est-ce que c'est pour ça que peut-être qu'une moyenne, à mon avis, serait plus logique? Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, si on fait le 15 mai, après le 15 janvier, c'est une catégorie de génistes qui saute, quoi. Ouais. Et oui, donc, ouais. Donc c'est vrai que ouais, voilà. Là, on attend impatiemment d'avoir un peu toutes ces données-là. Et oui, surtout dans notre département, il y a des départements de montagne, hein, où encore on a des bêtes à la tâche, et voilà, où il y a des vélages d'hiver. Et puis des exploitations où il y a 2 périodes de vélage, voilà. Oui. Donc là, quelques petites infos qui sont quand même importantes au niveau des contrôles PAC, on va dire. Donc aujourd'hui, l'administration est en mesure de faire des photos géolocalisées par satellite tous les 3 à 5 jours. Donc ce qui veut dire qu'ils peuvent vous contrôler votre assolement, vos SNA. Donc SNA, quand on dit SNA, tout le monde pense au haies, puisque cela est, vous n'avez pas le droit de les détruire. Donc là, ça sera facile à voir si vous voulez, si une haie a été détruite. Donc déjà, ils l'ont fait cette année. Hein. Là, cet automne, on a eu pas mal de contrôles à partir des détections. Donc, du coup, je pense que autant avant, c'était sûr, et maintenant encore plus. Les éléments paysagers type et bosquets qui rentrent dans les conditionnalités qu'on n'a pas le droit de toucher, sans dérogation, il ne faut surtout pas y toucher, quoi. Parce qu'après, c'est ce que vous dites tout à l'heure, hein, c'est au moins 20% de l'enveloppe d'aide, donc ça peut représenter une somme, et en plus, ils vont vous demander de replanter, quoi, au même endroit. Et voilà. Et maintenant, si vous voulez, voilà, ça limitera les contrôles sur place, donc du coup, ce sera des demandes de renseignement qu'il y aura à renseigner, à répondre sur Télépac. Mais bon, ouais, il me semblait important de vous rappeler ça, parce que c'est vrai que on s'aperçoit quand même que sur les haies, il y a eu quelques petits ajustements qui n'auraient pas dû avoir lieu. Donc, du coup, on risque un petit peu, quoi. Donc, s'il n'y a plus de questions, ben, il me reste à remercier donc Edith, Marilyn et Dominique pour la qualité des informations, parce que ce n'était pas forcément évident à digérer tout ça et essayer de le rendre le plus lisible possible. Donc, merci à eux.